Les récentes prises de parole des parlementaires belges ont mis en lumière le rôle controversé de la France dans le conflit qui ravage la République démocratique du Congo. Lors d'une session marquée par l'indignation, ils ont dénoncé l'attitude du gouvernement français accusé de soutenir le régime du président rwandais Paul Kagame, tout en aggravant la détresse du peuple congolais. Face à cette situation, ils affirment disposer de plusieurs leviers pour exiger des comptes de Paris et faire pression sur les autorités françaises. Ces interventions traduisent une inquiétude grandissante et un sentiment d'urgence. En pointant du doigt Emmanuel Macron comme l'un des acteurs majeurs de la crise en RDC, les élus belges soulignent les jeux d'influence politique et économique qui se trament en coulisses. Selon eux, la France entretient une relation ambiguë avec le Rwanda, freinant ainsi les efforts de paix et perpétuant l'instabilité dans la région. Cette position soulève des questions cruciales sur l'éthique des choix politiques en période de crise. L'un des points les plus troublants concerne les accusations selon lesquelles la France fournirait des armes au Rwanda sous des prétextes discutables. Officiellement destinées au Mozambique, ces livraisons d'équipements militaires posent question, alors que la situation sécuritaire dans ce pays s'est considérablement améliorée. Comment ne pas s'interroger sur la véritable destination de ces armes? Finissent-elles entre les mains de l'armée rwandaise et des rebelles du M23, alimentant ainsi le chaos en RDC? Pendant ce temps, la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo reste dramatique. Les appels à la paix et à la justice semblent se heurter à une impunité persistante, alimentée par des complicités internationales. Conscients de cette réalité, les parlementaires belges réclament des sanctions concrètes contre ceux qui soutiennent directement ou indirectement cette violence. Pour eux, il est urgent que la communauté internationale prenne la pleine mesure de cette crise et agisse avec détermination pour protéger les populations civiles. La solidarité avec le peuple congolais ne peut se limiter à de simples déclarations. L'heure est à l'action. Il est impératif que les responsables politiques dénoncent publiquement ces complicités inacceptables et mettent tout en œuvre pour faire pression sur la France. Le chemin vers la justice est semé d'embûches, mais chaque voix compte. Chaque geste a son importance. L'enjeu est trop grand pour rester spectateur. Il faut agir, et vite, pour mettre un terme à cette tragédie. Monsieur le Président, nous avons beaucoup d'outils. Si la région, le fédéral, et le fédéral à travers l'Union européenne, n'est-ce pas? Et surtout pour faire réfléchir le gouvernement français, qui d'après les informations qui nous sont données, est le seul au niveau européen qui tient encore avec Kagame, nous pouvons faire cesser ce massacre. Le coltan du Congo peut continuer à être vendu et peut-être, renforcer la lutte, la transition énergétique, mais les Congolais ont le droit de le vendre au plus offrant. Nous n'avons pas besoin de mandater un gouvernement voisin pour aller chercher gratuitement. Il y a moyen de faire du business sans que coule le sang. Je voudrais terminer vraiment en disant, Monsieur le Président, que nous devons utiliser tous les moyens à notre disposition. Les criminels rwandais et même certains rebelles circulent dans nos rues. Ils habitent ici. Ils ont des comptes, n'est-ce pas? Ils ont des comptes. Ils ont des visas. L'agression rwandaise, soutenue par des alliés internationaux, a plongé la ville de Goma dans le chaos. Selon les chiffres alarmants du ministère de la Santé, le bilan des affrontements pour le contrôle de cette ville stratégique dépasse désormais les 8000 morts. Une tragédie qui, jour après jour, transforme Goma en un véritable cimetière à ciel ouvert. Les habitants vivent un enfer. Chaque journée qui passe apporte son lot de désespoir et de destruction. Pris au piège dans un cycle infernal de violence, des familles entières sont brisées. Les rescapés racontent des nuits d'angoisse, rythmées par les explosions et les rafales d'armes automatiques. Le matin, c'est la peur et l'incertitude qui dominent. Des parents pleurent la disparition de leurs enfants, tandis que ceux qui survivent portent à jamais les cicatrices, visibles ou invisibles, de cette guerre impitoyable. Face à cette catastrophe, la communauté internationale reste étrangement silencieuse. Les appels à l'aide du gouvernement congolais et des organisations humanitaires se heurtent à une indifférence glaçante. Malgré les efforts des médias pour relayer l'horreur qui se déroule à Goma, l'attention du monde peine à se détourner d'autres crises, laissant les victimes dans l'ombre. Pendant ce temps, la situation ne fait qu'empirer. Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, décrit Goma comme un cimetière. Un constat terrible, mais qui reflète l'ampleur du désastre. Les corps s'entassent dans les rues, les services funéraires sont débordés, incapables de faire face à l'ampleur des pertes humaines. Dans les hôpitaux surchargés,
Le personnel soignant tente de sauver ce qui peut encore l'être, mais le manque de matériel et de médicaments rend leur mission presque impossible. Loin de trouver refuge, les survivants se battent chaque jour pour leur survie dans une ville où tout manque. Nourriture, eau potable, soins de base. Cette tragédie pose une question fondamentale. Qui portera la responsabilité de cette catastrophe? Quel rôle la France et la communauté internationale doivent-elles jouer pour mettre un terme à ce bain de sang? Tant qu'aucune réponse concrète ne sera apportée, Goma continuera de souffrir, abandonnée aux conséquences d'un conflit alimenté par des intérêts extérieurs. La ville implore la paix, mais ses cris semblent, pour l'instant, se perdre dans l'indifférence du monde. La République démocratique du Congo, RDC, est un pays immense, riche en ressources naturelles, mais cette abondance fait aussi son malheur. Depuis plus de 3 décennies, le pays est ravagé par des conflits qui ne se limitent pas à de simples rivalités internes. Derrière ces guerres se cachent des intérêts internationaux qui alimentent et exacerbent les tensions locales. L'or, le coltan, les diamants, ces trésors souterrains attisent la convoitise des puissances étrangères et des multinationales occidentales et asiatiques, prêtes à tout pour sécuriser leur accès à ces matières premières essentielles. Loin d'être de simples spectateurs, ces acteurs internationaux jouent un rôle clé dans la perpétuation de l'instabilité. En finançant discrètement des groupes rebelles en échange d'un accès privilégié aux richesses minières, ils contribuent au chaos ambiant. Ces factions armées, devenues de véritables forces d'occupation sur des territoires stratégiques, n'ont qu'un objectif: exploiter ces ressources au détriment du peuple congolais. Les conséquences sont dramatiques. Plus de 10 millions de morts, des millions de déplacés, une pauvreté qui ne cesse de s'aggraver et des violations des droits humains qui se multiplient dans les zones de conflit. Sur le plan géopolitique, la RDC est également au cœur de rivalités entre États. Des pays voisins, notamment le Rwanda, soutenu par la France et d'autres acteurs internationaux, tirent profit de la situation en manipulant les conflits à leur avantage. Ces alliances mouvantes, dictées par des intérêts stratégiques, rendent toute tentative de stabilisation extrêmement complexe. Pendant ce temps, la communauté internationale, bien qu'au courant de cette réalité, adopte une posture ambiguë. Des discours alarmistes, des interventions humanitaires, mais aucune volonté réelle d'attaquer les racines du problème. Si une paix durable doit voir le jour, il est impératif que cessent ces ingérences et cette complicité internationale. La solution ne viendra pas uniquement de traités de paix signés sous pression, mais d'un changement structurel profond. Et au centre de ce changement, il y a le peuple congolais. Malgré les épreuves, les Congolais restent unis par une résilience hors du commun. Pour reconstruire leur nation, ils doivent être les véritables acteurs des décisions politiques et économiques qui les concernent. La RDC ne peut renaître qu'en se libérant de l'emprise des puissances étrangères et en plaçant les aspirations de son peuple au cœur de son avenir. De l'or dans l'Ituri, le Nord et le Sud Kivu, du diamant dans le Kasaï, le Sankuru, du cuivre et du cobalt dans le Haut-Katanga et le Lualaba, du coltan dans le Nord et Sud Kivu, le Maniema et le Tanganyika. Le pays possède également du plomb, de l'uranium, du zinc, de l'étain, du manganèse, du charbon, du pétrole et du lithium. Parmi ces ressources les plus convoitées, les minéraux qu'on appelle numériques, c'est-à-dire utilisés dans l'électronique, avec en tête le cobalt, un minéral rare, stratégique pour la transition écologique, puisqu'il est utilisé dans la fabrication de batteries pour véhicules électriques. La RDC possède la plus importante réserve de cobalt au monde, située principalement dans les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba. Autre minerai stratégique pour la RDC, le coltan, également utilisé dans l'électronique. Le pays détiendrait plus de 50% des réserves mondiales. La quantité exacte n'est pas connue en raison du manque de données géologiques. On le trouve dans les provinces du Sud Kivu, du Nord Kivu, de l'Ituri et du Maniema. Quand on parle de coltan, on parle également de cassitérite, également utilisé dans l'électronique. Mais la principale ressource minière de la RDC, c'est le cuivre, utilisé dans la fabrication de câbles et fils électriques. Le pays est le deuxième producteur mondial de cuivre derrière le Chili, avec près de 2,4 millions de tonnes de cuivre produits l'année dernière, un record. Avec la transition vers l'énergie verte, la demande pour certains minerais devrait continuer à croître ces prochaines années, comme par exemple le cobalt. Aujourd'hui, 80% du cobalt est utilisé pour fabriquer des batteries de téléphone, d'ordinateurs, mais de plus en plus des batteries de véhicules électriques, vélos ou voitures.
Une batterie de téléphone portable contient entre 5 et 10 grammes de cobalt, celle d'une voiture entre 5 et 10 kilos. Alors, que rapportent toutes ces ressources minières à l'État congolais? L'année dernière, l'ensemble de la production minière a généré environ 24 milliards de dollars de chiffre d'affaires, dont un tiers doit atterrir dans les caisses de l'État, selon le code minier. L'exploitation minière à grande échelle contribue à hauteur de 20% du produit intérieur brut. Le secteur artisanal, lui, emploie près d'1 million de personnes. La RDC est donc assise sur un potentiel énorme, estime le géologue congolais Léon Moupé-Pelé, pour qui le sous-sol congolais est encore loin d'avoir révélé tous ses secrets. La République démocratique du Congo, RDC, traverse une période critique, confrontée à une agression orchestrée par des forces extérieures qui exploitent des ennemis de proximité pour déstabiliser le pays. Derrière ces attaques se cache une lutte acharnée pour le contrôle de ces immenses ressources naturelles. Face à cette menace, le silence des organisations régionales et africaines est assourdissant. Trop souvent influencées par des puissances étrangères, ces institutions choisissent l'inaction, laissant le peuple congolais livré à lui-même. Dans ce contexte, l'unité nationale devient plus que jamais une nécessité. L'exemple du Mali, où la mobilisation populaire a permis de sensibiliser les citoyens et de renforcer la souveraineté du pays, doit inspirer la RDC. Il est impératif de dépasser les divisions internes et de fédérer toutes les forces vives de la nation autour d'un message clair. Résister et défendre notre dignité. Les campagnes de sensibilisation, l'éducation de la population et les mouvements de solidarité joueront un rôle clé dans cette lutte pour la souveraineté nationale. Sur le plan politique, les dirigeants congolais, à commencer par le président Félix Tshisekedi, doivent adopter une approche proactive. La sécurité de la RDC ne se limite pas à une simple question militaire. Elle touche aussi à l'intégrité et à l'honneur du pays. Renforcer les capacités défensives passe par l'établissement d'accords stratégiques avec des partenaires fiables et la modernisation de l'équipement militaire. Les adversaires de la RDC, bien que dissimulés derrière des visages africains, agissent pour des intérêts étrangers avec des moyens sophistiqués. Face à cela, la RDC doit faire preuve d'audace et de détermination pour garantir sa protection. Mais au-delà des actions gouvernementales, c'est la mobilisation collective du peuple congolais qui fera la différence. Armé de résilience et d'un esprit de résistance indomptable, le Congo a l'opportunité d'écrire une nouvelle page de son histoire. En s'unissant et en forgeant des alliances stratégiques, il est possible de restaurer la souveraineté et de bâtir un avenir plus stable. Le moment est venu de parler d'une seule voix, de refuser la soumission et d'affirmer haut et fort notre droit à l'autodétermination. Car dans cette bataille, pour l'intégrité territoriale et la protection des vies, l'espoir réside dans l'engagement sans faille de chaque citoyen congolais. Merci de vous être joint à nous dans cette quête pour sensibiliser le monde sur les défis auxquels est confronté le peuple congolais. Votre soutien est essentiel, non seulement pour éduquer, mais aussi pour inspirer l'action en faveur de ceux qui luttent pour leur dignité et leurs droits. Chaque voix compte, et c'est ensemble que nous pouvons faire résonner nos messages au-delà des frontières. N'oubliez pas de partager cette cause avec vos amis, votre famille et vos collègues. Chaque part permet de toucher davantage de personnes, d'éveiller les consciences et de créer un élan significatif autour des préoccupations des Congolais. Ensemble, nous pouvons faire une différence tangible. Abonnez-vous à notre contenu pour rester informé et engagé. Votre implication est un pas vers un avenir meilleur pour le Congo et son peuple. Merci de faire partie de ce mouvement.